Bonjour à tous, bienvenue. Bruno Bernstein et moi-même, Denis Baudouin, dans toute l'équipe Finalty, sommes ravis de vous retrouver ce mois-ci. Nous sommes le 12 octobre 2023 et nous allons, pour 45 minutes, vous proposer notre lecture des marchés et de nos convictions. Commençons tout de suite par un avertissement qu'on connaît tous et donc quelques performances. Celles-ci sont à fin septembre. Le mois de septembre a été très difficile sur les marchés actions avec les marchés l'Eurostoxx qui a baissé de un peu plus de 3%, le Standard & Poor's et le Nasdaq de près de 5% sur le mois. Bon, néanmoins, les marchés restent nettement en hausse depuis le début de l'année avec un Eurostoxx qui est à plus de 10% depuis le début de l'année, un Standard & Poor's à 12,6% et un Nasdaq à 35,4%. Dans ce contexte-là, les fonds Finaltis investis en actions se sont plutôt bien comportés depuis le début de l'année et ont souffert en septembre avec un fonds Finaltis Titan, valeur de croissance résiliente mondiale, flexible, qui a perdu 3,5% en septembre. Sa performance depuis le début de l'année à fin septembre était toujours de 10%. Finaltis Efficient Beta, notre fonds investissant sur les valeurs à faible volatilité de la zone euro, a perdu plus de 5% sur le mois de septembre. Il est toujours en hausse de 2%. Il était toujours en hausse de 2% en septembre. Et Finaltis Digital Leader, investissant sur les valeurs de surcroissance digitale dans le monde, est à plus 31% depuis le début de l'année, avec malgré une perte de moins 3,7% sur septembre. Les valeurs de minières aurifères souffrent sur l'année et ce qui est également le cas en septembre, avec moins 8,5% en septembre. Si on fait le point à hier, donc au 11 octobre, le mois d'octobre marque un rebond aux États-Unis, un peu moins sur la zone euro, le Standard & Poor's 500 montant de plus de 2% depuis le début du mois d'octobre, le Nasdaq de plus de 3,5% depuis le mois d'octobre. Dans ce contexte-là, les fonds Finalty ont également bien rebondi, y compris le fonds investissant sur les minières aurifères. Finalty a rebondi de 80 centimes. Comme Finaltis Efficient Beta, Finaltis Digital Leader de près de 3% et atteint 34,5% depuis le début de l'année. Et le fonds investissant sur les minières aurifères, Finaltis Gold, a augmenté de 3,2% sur le mois, depuis le début du mois d'octobre, pardon, ce qui ramène sa perte depuis le début de l'année à moins 7%. Si on se compare à nos univers, on ne le fera que pour Finaltis Titan. Eh bien, dans la base Cantalis, il y a 1600 fonds qui sont des fonds d'allocation flexible monde, la catégorie à laquelle appartient Finaltis Titan, puisque Finaltis Titan n'est pas obligé d'être investi. Donc, c'est les valeurs Titan et du cash selon les opportunités. Alors, on est en légère sous-performance sur les 4 dernières semaines, mais depuis le début de l'année et sur des horizons plus longs, 1 an, 5 ans, 8 ans, nous avons de confortables surperformances affichées. Alors passons tout de suite à la macroéconomie. Bruno. Merci bien, Denis. Donc, comme vous le savez, chez Finaltis, on passe l'essentiel de notre temps à analyser des titres. On regarde tout de même la macro qui a eu un impact assez significatif sur les 2 dernières années, avec bien sûr l'inflation qui est à l'origine du plus fort resserrement monétaire qu'on ait eu sur les 40 dernières années. Donc là, vous avez la courbe du CPI avec ses différentes composantes, biens alimentaires, services, énergie, etc. C'est bien sûr la forte baisse de l'énergie qui a permis jusqu'au mois d'été de voir une inflation décroître très très vite. Et sur les derniers mois, on a eu un rebond de l'énergie qui a mis un coup d'arrêt en fait à cette baisse de l'inflation. Mais malgré tout, on voit très bien l'efficacité du travail des banques centrales. Heureusement, j'ai envie de dire, puisqu'avec 14 ou 15 meetings successifs de hausse des taux, nous n'en espérions pas moins. Alors, il est vrai que c'est compliqué pour des investisseurs comme nous et pour tous les investisseurs du monde de travailler dans une phase de resserrement monétaire, puisque vous connaissez
comme nous la théorie financière, le taux sans risque et le taux qu'on utilise pour connaître la valeur présente des cash flows futurs et donc pour valoriser n'importe quel type d'actifs, immobilier, private equity, SCPI, et j'en passe et les meilleurs. Et notre sentiment chez Finalty, c'est que ce risque maintenant de gérer avec ce stress énorme d'avoir en permanence un taux sans risque qui monte est plutôt derrière nous que devant, comme en témoignent les plateaux qui commencent à se dessiner, en particulier sur Bank of Australia, sur la Banque fédérale américaine, ça commence à se dessiner aussi, Bank of Canada, voilà, du côté de la BCE, on a eu encore des hausses de taux assez récemment, mais on peut dire que l'essentiel du risque est pour nous plutôt derrière que devant. Alors, à tout seigneur, tout honneur, c'est bien sûr la Fed qui a décidé du moral des investisseurs ces dernières semaines. C'est presque gravé dans le marbre maintenant. À chaque fois que la Fed intervient et monte ses taux, derrière, on a l'impression que Jérôme Powell est là pour nous consoler. Et à chaque fois que la Fed ne fait rien, quand il n'y a pas d'acte, c'est-à-dire pas de hausse de taux, on a un Jérôme Powell qui n'est pas là pour nous consoler, mais plutôt pour nous déprimer un peu. Et je dirais que la réunion de septembre a douché les espoirs de beaucoup d'investisseurs qui espéraient une première baisse des taux courant 2023 et en tout cas une vraie baisse en 2024. Et là, le nouveau mantra de la Fed, higher for longer, qui a été exprimé très clairement par le président de la Fed, bien sûr, a nécessité un repricing en bon français sur les marchés obligataires. Et c'est pour ça qu'on a vu, d'ailleurs, le 10 ans avait commencé à anticiper avant la réunion de septembre, mais c'est pour ça qu'on a vu le 10 ans encore accélérer suite à cette réunion, ce qui bien sûr met sous pression le S&P. Donc en jaune, là, vous avez le S&P. En bleu, vous avez les taux à 10 ans et vous voyez que c'est bien sûr beaucoup plus compliqué pour un S&P dont le rendement de dividende est autour de 1,9%, de faire bonne figure quand le taux sans risque offre d'aussi belles opportunités. En termes de spread, on est bien sûr dans des courbes très inversées. Ça s'explique par ce resserrement très très violent qui fait c'est un peu contre nature. On a un 2 ans qui rémunère mieux qu'un 10 ans, mais ce higher for longer exprimé par la Fed a commencé à créer une désinversion de la courbe, donc un spread un peu moins large entre le 2 ans et le 10 ans. Même nettement moins large, puisqu'on a eu quasiment 50 BP de contraction de ce spread. Il n'en reste pas moins que la courbe, vous pouvez le voir ici, est toujours très inversée. Donc, c'est assez aberrant. On est mieux rémunéré quand on prête de l'argent au gouvernement américain à 6 mois qu'à 10 ans, et même c'est des choses qui se corrigeront dans le temps et c'est le produit effectivement d'un resserrement monétaire extrêmement violent, en tout cas le plus violent qu'on ait connu de mémoire de gérant, ou sans ça, un gérant qui a connu ça en exercice, il a au moins 80 ans, voilà, pour vous en parler. Et bien sûr, qui dit taux sans risque en hausse, dit pression sur les multiples. Donc, vous pouvez voir que la valorisation d'à peu près le fameux PER, d'à peu près tous les indices dans le monde, s'est contracté. Si voilà, les bénéfices des entreprises vont plutôt bien, on en aura confirmation avec le T3 qui s'ouvre cette semaine, puisque demain, on aura les résultats de Wells Fargo et JP Morgan, voilà, qui, comme traditionnellement, ouvrent la saison des résultats. Mais le principal problème, c'est bien sûr la comparaison des equities, du rendement des equities au taux sans risque. Alors, nous ne sommes pas des économistes, vous l'avez compris, chez Finaltis, on est juste des investisseurs, donc il faut quand même qu'on ait un scénario en tête. Nous, notre conviction, c'est que aujourd'hui, on a affaire à un marché qui est un peu bipolaire, on passe d'un narratif très rose à un narratif très noir, donc jusqu'à
on va dire jusqu'à lundi dernier, le narratif était très noir. Là, il s'améliore puisqu'on a eu un gouverneur de la Fed qui a dit, bah, puisque le 10 ans monte, on aura peut-être, nous, Fed, moins besoin d'intervenir. En tout état de cause, le point positif et objectif, j'ai envie de dire, c'est que les banques centrales ont fabriqué sur les 15-18 mois derniers de la marge de manœuvre. Et la marge de manœuvre, c'est quoi? C'est tout simplement avoir la possibilité de baisser les taux. Ben, quand les taux sont à zéro, c'est un peu dur d'accompagner une récession. Voilà, c'est toutes les difficultés qu'on a eues pendant le Covid, où le prix de l'argent était déjà très bas. Accompagner un hard landing en bon français, aujourd'hui avec une marge de manœuvre beaucoup plus forte dans le bilan des banques centrales, cette possibilité de baisser les taux fait que notre sentiment, c'est que si l'économie devait ralentir beaucoup, on aurait un vrai travail d'accompagnement fait par les banques centrales. En revanche, on est moins optimiste que certains qui pensent qu'on pourrait avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, tout simplement parce que si l'économie américaine résiste bien, on aura forcément une Fed qui sera moins sympathique avec les investisseurs. Alors, on n'est pas adepte du scénario noir, pas adepte du scénario rose, mais gardons quand même en tête, et on va parler de quelque chose d'extrêmement positif devant nous, en tout cas une véritable révolution, l'intelligence artificielle. Et gardons en tête cette phrase qu'on trouve éminemment sympathique chez Finaltis. Elle a été formulée par le patron de GitHub. En l'occurrence, les pessimistes ont l'air intelligents et les optimistes font de l'argent. Alors nous qui sommes essentiellement des investisseurs en actions et qui investissons dans les actions de croissance, on aime beaucoup cette phrase et on aime l'avoir en tête. Alors pourquoi? Eh bien, face à cette révolution de l'IA, on va le voir, comme à chaque fois qu'il y a une révolution ou une invention majeure, il y a des sceptiques. Alors avant-hier, au 19e siècle, au début du 20e, il y avait des gens qui pensaient que le train à vapeur, en l'occurrence à l'époque, irait tellement vite qu'on étoufferait et on serait incapable de respirer à l'intérieur. Certains, autour du milieu du 19e siècle, ont pensé que l'électricité serait une passade, une toccade ou un jouet au mieux, et qu'au début du 20e siècle, l'automobile n'avait aucune chance de remplacer le cheval. J'en passe et des meilleurs. Bon, on en connaît également de plus récentes qui sont assez drôles. Le commerce en ligne, pas en l'occurrence la livraison à domicile, c'était intéressant, mais ça servira à rien. À quoi servira un iPhone? Qu'est-ce que c'est que ce truc, etc., etc. Bon, bah aujourd'hui, bon là on est un peu méchant puisqu'on met carrément la tête de quelqu'un qu'on n'apprécie pas particulièrement il est assez pratique, il se trompe pratiquement sur tout. Noam Chomsky, surtout quand il parle de choses qu'il ne connaît pas, comme l'intelligence artificielle. Et là, il y voit simplement une machine qui serait programmée, qui n'aurait aucune capacité à résoudre des problèmes. On est déjà bien au-delà de cette capacité-là, et chacun d'entre nous qui utilisons l'intelligence artificielle, même encore à pour une faible part, savons qu'elle résout des problèmes, elle le résout très bien. Et d'ailleurs, ChatGPT, en parlant d'intelligence artificielle, dans sa version disponible au grand public, pour atteindre 100 millions d'utilisateurs, ça a pris 2 mois. Là où Twitter a mis, pour atteindre 100 millions d'utilisateurs, a mis plus de 5 ans, Facebook plus de 4 ans, Snapchat plus de 3 ans, etc., etc. Donc on est face à quelque chose qui, en termes de magnitude et de degré d'appréhension et de diffusion, est à des niveaux extrêmement élevés et inconnus, y compris récemment. Bon, certes, le temps d'adoption d'une technologie est divisé par 2 à chacun des grands cycles. On a mis pratiquement 42 ans à avoir la moitié des foyers américains disposant de voitures ou d'un aspirateur. Alors, on n'en est toujours pas au cas de Freddie Mercury qui passe l'aspirateur. Tous les hommes que nous sommes ne passons pas l'aspirateur, mais bon, 42 ans pour avoir une voiture, un aspirateur, c'est assez long. 20 ans pour un ordinateur portable, 12 ans pour un ordinateur, enfin pour l'Internet via l'ordinateur, 6 ans pour l'adoption par la moitié des foyers américains des réseaux sociaux. Et là, on fait une prédiction, et on n'est pas la seule, on ajoute foi à cette prédiction. L'intelligence artificielle, ça prendra 3 ans. Et on en est au tout début. Hier, voilà, on allait directement sur Internet via nos applications fixes ou mobiles, on interrogeait des sites, on utilisait des apps. Il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Certains d'entre nous, pas mal d'entre nous, et de plus en plus chaque jour, nous utilisons à côté de nos
de nos apps habituelles ou des sites que nous fréquentons habituellement, on a ouvert un assistant d'intelligence artificielle. On a un peu chacun nos marottes en la matière, mais ça reste encore à côté. Mais c'est une période de transition, ce que nous vivons aujourd'hui. Demain, on aura tous cette couche incorporée d'intelligence artificielle qui nous permettra et nous guidera nous permettra d'aller beaucoup plus vite en nous apportant réellement des solutions interactives par rapport à nos questionnements habituels ou par rapport à nos réflexions ou nos sujets de préoccupation normaux. Donc, de toute façon, cette strate, cette layer, hein, on le trouve même dans la littérature en français sur l'intelligence artificielle, on va la retrouver dans toutes nos interactions. Comme tu veux. Voilà, la révolution de l'IA versus la révolution d'Internet, bon, c'est présomptueux, la révolution d'Internet, on l'a tous en tête. On en parlait tout à l'heure de la dernière fois qu'on avait eu une aussi violente remontée des taux. En fait, bon, j'ai quand même fait le calcul, on était gamin, mais on s'en souvient, c'était Paul Volcker. Donc, il y a plus de 4 ans. Bon, il y a une vingtaine d'années, on a eu la révolution Internet. Et à l'époque, on était tous à se demander qui allait être les vainqueurs. Et on a eu derrière le crack des valeurs Internet, puisque bon, il y a eu peu d'élus finalement. Aujourd'hui, la problématique à laquelle on est confronté, elle est différente. Pourquoi? Parce que les probables vainqueurs de la révolution de l'intelligence artificielle, on peut assez facilement, à notre avis, imaginer qui ils seront. Pourquoi? Parce que quand on veut faire de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on a besoin d'énormément d'argent. C'est très CAPEX intensif. Il faut avoir un accès au capital. Pourquoi? Parce que la puissance de calcul nécessaire est très coûteuse. On parle de centaines de millions d'euros, de dollars pour disposer des magnifiques processeurs fabriqués par les différents fabricants. Il y en a peu finalement. Évidemment, Nvidia en tête, conçu par Nvidia et fabriqué par TSMC, AMD, etc. Il n'y a pas finalement à ce jour beaucoup de fabricants, mais c'est très consommateur de ressources. Il faut avoir beaucoup de données, il faut être capable de les capturer, de les exploiter. Et puis, il faut être capable d'offrir à tous ces ingénieurs qui sont très demandés et sur lesquels il y a encore une relative pénurie pour pouvoir exploiter au mieux et développer au mieux dans ce cadre ce qui sera l'intelligence artificielle de demain, immédiatement demain. Et donc, ces grands vainqueurs potentiels, on les connaît. En tout cas, on connaît certains d'entre eux. Ils ont la capacité, que ce soit dans le monde réel ou dans le monde virtuel, d'avoir ces trois composantes qui sont absolument essentielles combinées pour gagner sur l'intelligence artificielle. Voilà, donc vous avez leur logo ici, on parle de Tesla, Meta, Alphabet, Microsoft ou Apple. On est face à des grands gagnants à notre sens. Il y en a d'autres, bien sûr, mais ceux-ci sont emblématiques. Alors, on va vous parler un peu de Tesla parce que ça illustre bien ces 3 points que mettait en avant Denis. Pourquoi? Parce que Tesla reçoit 2 millions de CV par an, c'est le record au monde. Ils ont embauché 22 000 personnes l'année dernière, 2 millions de CV, calculer le pourcentage, hein, ça leur permet d'être très très sélectif et de prendre vraiment les meilleurs des meilleurs. L'accès au capital, il est très très large et puissant chez Tesla, qui est une société qui accumule 4 milliards de trésorerie excédentaire tous les trimestres et qui est aujourd'hui assis sur un beau petit tas d'or d'environ 22 milliards de dollars. Et les data, bien sûr, dans l'Internet, l'IA, l'intelligence artificielle du monde réel, par opposition à l'intelligence artificielle du monde métaverse ou du monde virtuel, dont les leaders seront probablement Apple et Meta. Qui mieux que Tesla accumule des données avec 5 millions de véhicules dotés tous de 8 à 10 caméras haute définition. Voilà, donc il y a bien sûr différents business qui gravitent autour de ce qu'on appelle maintenant, c'est pas de nous, hein, c'est le Financial Times qui a parlé de Muskonomics, bien sûr, une société qui creuse des tunnels. Ça sera bien utile quand les fusées SpaceX arriveront sur Mars. Neuralink qui est censé faire remarcher des paralytiques ils ont reçu l'autorisation de la FDA pour implanter les puces dans le cerveau
humain dès cette année, X, qui est l'ancien Twitter, et bien sûr Tesla. Mais il y a un point commun sur lequel on voulait attirer votre attention entre ces différents business dont on parle moins, qui est Dojo. Et Dojo, c'est un super calculateur qui a coûté la modique somme d'1 milliard de dollars à Tesla, sur lequel ils investissent en permanence. Il a été mis en production, c'est tout neuf, hein, tout début juillet. Ça fait longtemps qu'on parle de Dojo, mais le Dojo propriétaire sur des puces conçues par Tesla, fabriquées par TSMC, c'est vraiment cet été. D'ailleurs, au moment où ils ont appuyé sur le bouton, il y a eu une panne d'électricité majeure à Palo Alto, pour vous dire un peu l'ampleur de la machinerie que ça représente. Et bien sûr, cet ordinateur est dédié complètement à l'IA et donc est optimisé pour l'IA. Et comme vous pouvez le voir, on ne va pas détailler toute la slide, mais a un rapport performance-coût qui est absolument incroyable, démultiplié par rapport à l'infrastructure dont disposait Tesla aujourd'hui. Donc, ce dojo, en fait, bien sûr, il est là pour permettre l'avènement de la conduite autonome. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas activé en Europe pour des raisons régulatoires, mais aux États-Unis, vous pouvez, à condition de rester vigilant, lâcher le volant et vous, aujourd'hui, conduire en milieu urbain, puisque l'autoroute, ça n'a aucun intérêt. Hein. Ce qui est intéressant, c'est quand il y a des stops, des virages, des piétons, des vélos, vous pouvez conduire une Tesla sans toucher au volant, juste en restant vigilant, mais c'est la voiture qui fait tout le travail, sans intervention humaine pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Voilà, donc on attend, en fait, Tesla attend le coup de tampon du régulateur qui dira, bah, on pense qu'à ce stade de développement, finalement, la voiture autonome est moins risquée qu'un pilote un peu distrait qui regarde son téléphone et qui fait d'autres choses que de se concentrer sur la conduite. Mais Dojo va servir également à résoudre des problèmes très complexes auxquels est confronté Tesla, répartir la charge électrique, puisque vous savez que Tesla est une société d'infrastructure énergétique aussi, avec les mégapacks, les Powerwall, les briques, les tuiles solaires, et il faut répartir l'énergie de la manière la plus cohérente possible. Il faut répartir dans l'espace les milliers de satellites Starlink de la manière la plus cohérente possible, s'assurer d'éviter les débris spatiaux. Beaucoup de problèmes en fait qui ne peuvent pas être résolus, excusez-moi, par des simples algorithmes, des formules mathématiques, aussi complexes soient-elles, parce que ces problèmes sont tellement complexes justement qu'il faut avoir recours à une IA. Il n'y a pas une formule pour conduire, il n'y a pas une formule pour faire comprendre à un robot la différence entre une pomme et une poire. Il n'y a que l'IA qui peut permettre de résoudre ces problèmes. Et Dojo va être au cœur de toute la Musk Economics. Pourquoi ça nous intéresse particulièrement? C'est parce qu'il y a une thèse qui se développe dans le marché, auquel nous, on croit beaucoup et qu'on pousse auprès de nos clients, qui est que Tesla vit peut-être un moment à la AWS. Donc, vous êtes tous familiers d'Amazon, vous connaissez peut-être moins AWS, Amazon Web Services, et pourtant aujourd'hui, 2 tiers des résultats d'Amazon, c'est le business cloud d'Amazon. Jeff Bezos est un visionnaire, on le savait. Il a travaillé chez Amazon. Il y avait d'autres visionnaires, notamment Andy Jassry, qui est aujourd'hui CEO d'Amazon, qui très vite a compris qu'il fallait structurer l'environnement de développement des ingénieurs d'Amazon pour aller plus vite, faire des développements plus vite sur le site de e-commerce d'Amazon. Et puis, l'idée est vraiment géniale, c'est de se dire, puisque ça nous est utile à nous en interne, ça sera sans doute utile à d'autres. Et on a eu cette anomalie incroyable dans le capitalisme moderne, c'était jamais arrivé, une société qui est restée 7 ans sans concurrent. Amazon a pu capturer le business du cloud pendant 7 ans avec Microsoft, Alphabet, qui le regardaient faire sans vraiment réagir, un peu sidéré. Et on peut imaginer que les besoins en termes d'IA vont croître énormément dans les années à venir et que Tesla va commencer à vendre les capacités de Dojo à l'extérieur. Donc, si on fait une projection aidée par les équipes de Morgan Stanley sur la contribution des services,
bon, bien sûr des prévisions à 2040, hein, Mm. c'est toujours très, très discutable. Cela étant dit, aujourd'hui, ayez juste en tête que Tesla est une société très profitable aujourd'hui avec des perspectives en organique absolument remarquables. La liste d'attente sur le Cybertruck est incroyable, les perspectives sur les robots, etc. Bon, il y a beaucoup de choses très excitantes, mais il n'y a quasiment pas de services et Tesla pourrait tout à fait rentrer dans le métier des services et ce qui nous donnera à tous, à vous, à nous, le signal que Tesla rentre dans le métier du service à la AWS, c'est quand, pour la première fois, un constructeur automobile dira « Je jette l'éponge sur la conduite autonome, vous savez quoi, je vais plutôt aller acheter le logiciel chez Tesla, ça sera plus simple. » Et là, Tesla sera vraiment devenue une société de service en plus de ses métiers traditionnels. Voilà, et les besoins sont énormes. Elon Musk, bon, qui est assez caustique comme garçon, vous le savez, se moque souvent de ChatGPT, dont il est à l'origine, en disant que ce sont des technologies triviales par rapport à de l'IA de visualisation. Parce que c'est vrai que conduire une automobile dans un environnement urbain mouvant, c'est beaucoup plus compliqué que de faire un petit poème sur ChatGPT. Donc, d'ailleurs, il y a une nouvelle société créée par Elon Musk qui s'appelle xAI qui doit faire un ChatGPT à la sauce Dojo, à la sauce Tesla. En tout cas, nous, notre conviction, c'est que dans le domaine de l'aviation, de l'automobile, de l'énergie, du ferroviaire, il y a des besoins qui sont énormes. Air France aimerait augmenter le niveau de sécurité comme toutes les autres compagnies aériennes. C'est un peu compliqué pour un pilote de voir des oiseaux à 300 mètres. Une IA en est capable. C'est compliqué pour un conducteur de TGV de voir des actes malveillants, un parpaing posé sur les voies quand le train se déplace à 300 km/h. Tout ça, ce sont des problèmes qui peuvent être résolus par une IA de visualisation très puissante. Clairement, ni Air France, ni Schneider dans le domaine de l'énergie, et encore moins la SNCF, n'ont les moyens de développer leur propre dojo. Ils devront s'appuyer sur l'infrastructure d'une société comme Tesla, ou pourquoi pas sur l'infrastructure faite par peut-être demain un Alphabet ou un Microsoft. Alors, bon, tout ce qui brille n'est pas bon à prendre et à investir. Donc, voilà, de temps en temps, vous pouvez avoir l'impression qu'on sombre dans le lyrisme par rapport à l'IA, mais ne vous inquiétez pas, on reste très, très conscient que notre mandat, c'est d'investir dans des sociétés rentables uniquement. Donc, on a l'œil sur le compte des résultats et on ne se laisse pas, je dirais, un peu comme ça, impressionné par des beaux schémas ou des beaux projets. Donc, le tourisme spatial, ça n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a pas de chiffre d'affaires. C'est une très, très belle histoire, un très beau storytelling. Mais au final, on est sur une quasi-fraude. Hein. D'ailleurs, Virgin Galactic, depuis 2022, fait l'objet d'un procès pour fraude. En attendant, Richard Branson et son directeur général, Chamath Palihapitiya, ont vendu leurs titres et il reste aux investisseurs minoritaires de cette société leurs yeux pour pleurer, puisqu'on va le voir sur la slide suivante, le titre a perdu 96%. Et on peut déjà vous dire qu'il y a assez peu de chances pour que ça remonte en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de carnet de commandes, il n'y a pas vraiment de projet, il y a eu des accidents, vous le savez, donc on n'est pas sûr que l'infrastructure technologique de cette boîte permette vraiment de redresser la barre. Et puis surtout, là où vous pouvez totalement vous rassurer, c'est que nous, on n'investira pas dans une société comme ça, puisqu'on est très limité dans nos capacités d'investissement chez Finaltis. On ne sait investir que dans des sociétés qui gagnent de l'argent et on ne résiste pas à l'envie de vous montrer très rapidement le compte de résultats de Virgin Galactic. C'est une société qui a valu jusqu'à 20 milliards en bourse et qui n'a jamais fait plus de 3,8 millions de dollars de chiffre d'affaires. Hein, bien sûr, pas d'EBITDA, pas de résultats, des pertes qui sont abyssales, creusées année après année. Donc voilà, le monde est excitant, nous sommes des optimistes, mais nous n'achetons pas tout et n'importe quoi. Et il faut être très, très vigilant aujourd'hui dans son travail de stock picking sur les sociétés innovantes.
Alors, stock picking, justement, parlons des fonds, puisque nos fonds sont des fonds de stock picking. En commençant par Finaltis Titan, donc un fonds classifié 7DR8, et qui, depuis le début de l'année, arrêté à hier, a une performance de plus 10,7%. On investit dans les titres des actions de croissance résiliente, et lorsque nous trouvons que les cours sont trop chers, eh bien, nous sommes en cash, au moins pour partie. On a été actifs. Voilà, on est très très vigilant sur notre niveau de cash. On considère qu'on est aujourd'hui bien investi, que le fonds prendra l'ascenseur sans aucun problème, comme il l'a pris en début d'année, si les marchés deviennent un peu plus favorables, et on se garde un volant de cash significatif pour pouvoir saisir d'éventuelles dislocations qui pourraient arriver au niveau global, sectoriel ou sur des titres particuliers. Donc, sur le mois, on a fait pas mal de mouvements, mais on a initié uniquement une seule nouvelle valeur. Le reste sont soit des allègements, soit des renforcements. Donc, on est revenu sur Hermès, une société qu'on adore, qui est particulièrement volatile. Pour nous, la volatilité, c'est pas un défaut, hein, c'est même une qualité. Ce qu'on regarde avant tout, c'est le compte de résultat. Après, à nous de faire le maximum d'efforts pour essayer d'acheter Hermès dans de bonnes conditions. Mais je dirais que si les marchés boursiers devaient fermer et qu'on se retrouvait avec du Hermès pendant 10 ans sans pouvoir l'acheter ou la vendre, on ne serait pas très angoissé parce que c'est vraiment une société d'une très grande qualité. Cela étant dit, le titre vient de perdre plus de 300 euros. Il est passé en dessous de 1700 euros. On en a acheté à peu près sur ces niveaux-là. Et bien sûr, qui dit baisse du cours, bénéfice solide, c'est bien sûr le PER qui a baissé. On a perdu quasiment 15 points de multiple sur RMS, qui est la raison pour laquelle on s'y intéresse aujourd'hui. Alors, le top 10 de Titan mêle des biens de consommation, de la pharmacie, du digital dont on a pas mal parlé. Pour l'instant, Berkshire Hathaway n'est pas détrôné de la première place. C'est un titre qui a eu un été absolument remarquable, une année remarquable, même une année 2022 assez remarquable. Donc voilà, on peut dire que l'argent qu'on alloue à nos camarades Warren et Charlie est très très bien, très bien investi. Donc je dois dire qu'on est toujours admiratif de la manière dont est construit la location et dont le cash est géré dans cette magnifique holding. Nestlé est un titre qui nous déçoit un peu sur ces quelques dernières années, mais n'oublions pas que de temps en temps, les marchés sont chahutés, et en septembre, il l'était particulièrement, et Nestlé là a joué son rôle en tenant beaucoup mieux que la plupart des autres titres. Ça a été beaucoup plus dur, comme vous pouvez le voir sur la colonne de droite, les noms en dessous de la Croix-Rouge, qui sont des titres qui ont souffert pendant le mois de septembre. Bon, voilà, au total, le fonds est aujourd'hui à peu près à 11%, et on a beaucoup de titres qui sont, selon nous, très, très en retard, avec un énorme potentiel. Donc, on compte bien sur les 3 mois qui restent pour afficher au 31-12 beaucoup mieux que les 11% qui sont à peu près le niveau de certains indices boursiers, sauf que nous, on est à 11% en n'ayant jamais eu plus de 70% sur les 6 derniers mois, en n'ayant jamais eu plus de 70% d'actions dans le fonds. Alors, Finaltis Digital Leader, donc, avec cette fois-ci dans les valeurs de surcroissance, les surcroissances qui est issue des grands thèmes de la digitalisation du monde. On est à plus 34,5% depuis le début de l'année, avec un mois d'octobre qui marque un net regain d'intérêt des investisseurs pour ces valeurs après un mois de septembre plus difficile. Le fonds était CFDR8, donc intègre les critères extra-financiers dans sa gestion. Là aussi, quelques opérations pour du mois. Voilà, peu d'opérations. On est assez content de nos axes. Le fonds fait une bonne année. On est encore très très loin de nos objectifs. Donc c'est plutôt un travail sur le risque qu'on a fait,
puisque Tesla nous a donné beaucoup de satisfaction. On est quand même prudent, vu la volatilité de ce titre, de ne pas laisser notre taille sur le titre Tesla venir complètement polluer, je dirais, l'ensemble du portefeuille. Donc, il faut que ça reste un portefeuille sur des thèmes et des valeurs bien diversifiées. Donc, Airbnb et Tesla, deux parcours incroyables qui nous ont permis d'écréter un peu ces titres-là pour aller allouer sur deux très fortes convictions qu'on a renforcées, Dassault Systèmes et Palantir. Donc, Digital Leader, c'est pour nous le véhicule parfait pour jouer la révolution de l'intelligence artificielle dont on vous a parlé. D'ailleurs, sur les trois titres qui ont tenu quand même dans un mois de septembre très compliqué, il y a des titres qui ont réussi à aller à contresens de la tendance générale. Airbnb qui surfe d'une manière incroyable sur le tourisme, comme Booking. C'est deux gros axes. Vous voyez que Booking est en 5e position de notre portefeuille. Airbnb est un peu plus bas. C'est des titres qui utilisent beaucoup aussi l'IA pour servir leurs clients. Palantir, bien sûr, un grand acteur de l'IA. La différence, c'est que les datas ne sont pas chez Palantir. Elles restent au Pentagone, elles restent chez Forestia, elles restent chez leurs clients. Et puis Meta, qui est bien sûr selon nous, un leader de l'IA de demain. Donc voilà, l'ensemble des titres, c'est ce qui fait la particularité de Finalty Digital Leader par rapport à beaucoup d'autres fonds dans le monde de la tech, de l'innovation, du digital. L'ensemble des sociétés sur lesquelles on investit, l'ensemble de notre univers d'investissement sont des sociétés rentables. Voilà. Et encore une fois, chez Finaltis, nous ne savons pas investir sur des sociétés qui perdent de l'argent. Alors pour finir ensemble aujourd'hui, donc notre fonds investissant dans les minières aurifères, là aussi des minières qui sont des minières rentables et avec des structures financières et extra-financières saines, puisque les critères de sélection visent avant tout à éviter, sans mauvais jeu de mots, les accidents dont sont coutumières malheureusement dans le vrai monde ces extractions aurifères, ces activités d'extraction aurifère. Et boursièrement également ces titres qui peuvent être sujets d'accidents. Donc le fonds, pour l'instant SFDR 6, il sera SFDR 8, on a eu confirmation ces derniers jours, le 20 novembre prochain. Le fonds sera classifié SFDR 8, reflétant la réalité de sa gestion depuis maintenant, par Finaltis depuis maintenant 2 ans. Voilà. Donc la performance est négative depuis le début de l'année, on y reviendra. L'or a beaucoup de mal à se valoriser, et même si les minières aurifères dans lesquelles nous investissons sont des minières aurifères profitables, eh bien, il est clair que nous cherchons également à profiter par ces actions minières de la remontée de l'or qui n'intervient pas, le dollar étant très fort. Donc sur septembre, qui est un mois très négatif, la seule contribution positive, c'est une minière généraliste qui a une activité aurifère très importante, c'est Rio Tinto. Sous la croix rouge, vous voyez tous ces noms, y compris certains noms qui sont dans le top 10 de notre portefeuille, notamment Franco-Nevada, qui a un business model très particulier puisque c'est un business model de royalties, pardon. Ils ont donc des participations, c'est un très beau portefeuille diversifié de participations dans des exploitations aurifères dans le monde. Vous avez également la possibilité dans le portefeuille, là encore à titre de diversification, d'avoir des minières plutôt argentifères ou d'extraction de palladium ou de platine géographiquement. Ce n'est pas une surprise, nous sommes très attachés aux critères extra-financiers. Donc, ce sont des entreprises qui sont situées dans des pays et dirigées depuis des pays qui ont des qualités et des standards de gouvernance du plus haut niveau. Donc, ce sont des pays tels que l'Australie, le Canada, qui est majoritaire dans notre portefeuille, représenté majoritairement, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Alors, l'or souffre puisque l'once d'or a bien du mal à monter et en fait, on voit qu'il y a un lien inverse en l'occurrence, largement inverse avec la force du dollar. Donc, un dollar fort signifie souvent, dollar valeur de réserve, signifie souvent que une autre valeur de réserve, qui est l'or, présente, en tout cas pour beaucoup d'investisseurs, moins d'intérêt. Donc, il y a une forme de relation inverse entre ces deux et on a pu le vérifier cette année encore.
Alors, voilà ce que Bruno et moi souhaitions vous dire aujourd'hui. Quelques informations dans le temps qui nous est imparti, puisque 45 minutes, nous n'y sommes pas encore. J'ai deux informations que nous souhaitions tous partager avec vous et dont je me fais le messager. La première, c'est que nous disposerons, d'ici fin novembre, d'un véhicule d'investissement PEable sur les valeurs Titan européennes. Ce sera un fonds pleinement investi, donc un fonds que vous pourrez utiliser comme allocation dans vos portefeuilles. Ce ne sera pas un fonds flexible, il sera comme Digital Leader ou Finaltis Gold, en l'occurrence, pleinement investi sur les titans, les grands titans européens, et ce sera d'ici fin novembre. On en parlera bien entendu tous ensemble beaucoup plus début novembre, le deuxième jeudi de novembre, lorsque nous ferons ensemble notre réunion mensuelle, notre prochaine réunion mensuelle. Et une deuxième information qui nous tient particulièrement à cœur, c'est qu'on est heureux de souhaiter la bienvenue à Léonore Pelé, qui est une analyste financière qui rejoint les équipes et les équipes d'investissement discrétionnaire de Bruno, Hamdi et moi sommes particulièrement ravis d'avoir Léonore qui va, aux côtés de Mélia, compléter notre équipe d'analyse et nous permettre d'aller toujours plus profondément sur les différents sujets qui nous intéressent et qui nous passionnent dans nos valeurs, qu'elles soient Titan ou pas encore Titan, Digital Leader ou Aurifère. Voilà, donc nous sommes ravis de lui souhaiter la bienvenue. Sur ce, nous avons respecté, une fois n'est pas coutume, les délais impartis de 45 minutes. Il nous reste, à Bruno et moi, à vous souhaiter une très bonne fin de journée, à vous remercier de votre confiance, et à vous souhaiter un bon mois. N'hésitez pas à nous contacter. N'attendons pas le deuxième jeudi du mois prochain pour échanger sur ces marchés qui promettent d'être passionnants, même s'ils seront, pour des raisons au moins géopolitiques, chahutés. Cet deuxième aspect, on le regrette évidemment tous. Essayons de faire le métier qui est le nôtre. Il est passionnant, même si les circonstances ne sont pas forcément les plus agréables. Bonne fin de journée à tous. À bientôt. Merci. Merci.